Olivier Cadic. Merci beaucoup, et ça tombe bien puisque ma question était justement de rebondir sur la fin de votre propos, puisque on observe que depuis l'agression russe en Ukraine, l'invasion en 2014 de la Crimée, nous avons vu se développer une guerre hybride de la Russie contre les Européens. Le niveau de cyberattaque n'a jamais cessé de croître. Donc, vous avez parlé de la guerre informationnelle pour impacter les élections, mais pas seulement. Et Viginum a fait des rapports justement sur différentes attaques informationnelles, attaquer notre crédibilité dans l'organisation des Jeux Olympiques, par exemple. Mais ça a été, vous l'avez dit, l'action de sabotage de plus en plus développée, des incendies de magasins, et on le voit dans les États baltes, en Pologne, se développer. Mais on a vu aussi une tentative en France, juste avant les Jeux Olympiques, puisqu'il y a eu on a arrêté quelqu'un qui devait lancer une bombe incendiaire sur un entrepôt de bricolage. Vous l'avez dit, les câbles sous-marins. Pour vous, est-ce que les Européens sont conscients qu'un conflit est déjà en cours? Je voudrais quand même rappeler que la dernière fois où un pays a déclaré la guerre à un autre, c'était 1982, le Royaume-Uni contre l'Argentine. Depuis, il n'y a plus eu de déclaration de guerre. Donc, est-ce que les Européens sont conscients, puisque le niveau de conscience peut être différent selon l'endroit, qu'un conflit est déjà en cours, qu'on nous est fait aujourd'hui? Pensez-vous que cette guerre hybride s'arrêterait si la Russie prend le contrôle total de l'Ukraine? Pensez-vous que si la capacité de défense de l'Europe était au niveau de sa puissance économique, est-ce que la Russie changerait de stratégie? Et diriez-vous que depuis 2022, la Russie s'est affaiblie ou s'est renforcée? Merci. Merci Monsieur le Sénateur. Je commencerai avec, si vous me le permettez, votre question sur la guerre hybride russe. Bon, alors ça tombe bien puisqu'en fait j'ai étudié ça dans ma thèse. Et en fait, si vous voulez, la théorie militaire russe, la théorie stratégique russe, qui s'est retrouvée dans les doctrines et les actions aussi par ailleurs de la Russie, s'est concentrée depuis 1991 sur une nouvelle théorisation de la stratégie, qui rompait avec la vision, pour le dire simplement, clausewitzienne de l'armée soviétique. La guerre, qu'est-ce que c'est la guerre? Au fond, c'est une lutte armée sanglante entre deux armées. Bon, au début des années 90, des élites militaires russes importantes commencent à estimer que, principalement du fait de la guerre froide d'ailleurs, d'une vision tronquée de la guerre froide, à savoir une guerre qui, selon eux, est une guerre savamment pensée et menée par Washington contre Moscou, après avoir détruit l'Allemagne nazie pour détruire son dernier grand rival géopolitique. Et une guerre qui a été menée à son terme, et victorieusement, selon les élites militaires russes, qui en fait étaient les mêmes qu'à l'époque soviétique, qui sont restés. Un autre problème d'ailleurs, une autre erreur selon moi de l'Occident, c'est d'avoir fait confiance en fait à des élites qui n'ont pas changé en réalité. Et en fait, vous savez, un général russe dira au début des années 2000 la chute de l'Union soviétique est la plus grandiose victoire de toute l'histoire de l'humanité, en imaginant que la chute de l'Union soviétique est le fruit de la guerre froide, c'est-à-dire une guerre indirecte menée par les États-Unis. Et à partir de cet exemple historique, mais à partir de beaucoup d'autres choses, mais j'aurais évidemment pas le temps de les énoncer ici, ou de les expliquer plutôt, ces théoriciens s'appuient sur trois idées fondamentales. Ils réinterprètent totalement la guerre. Ils disent, au fond, l'essence de la guerre, ce n'est pas la violence armée. C'est la violence tout court. La violence peut être non armée, non militaire. Et enfin, la violence armée peut être indirecte. Elle n'est pas forcément directe. Et donc ils ont conceptualisé en fait un modèle de guerre. Déjà, ils ont changé leur interprétation de ce qu'est la guerre en tant que phénomène philosophico-pratique. L'essence et le contenu de la guerre, ils ne l'interprètent plus de la même manière depuis ces années-là. Ça a énervé toute la pensée stratégique russe des années 2000, 2010. Ça s'est retrouvé dans les doctrines. Et Gerasimov a fait partie, le chef d'état-major général russe, a fait partie de ceux qui, au plus haut niveau, ont porté cette vision. Je rappelle que, je l'explique dans mon livre, mais je rappelle qu'en 2021,
des élites importantes militaires russes, des généraux russes importants, diffusent un modèle de guerre qui effectivement est le fruit de 30 ans de théorisation du contournement de la lutte armée, ce que j'ai appelé le contournement de la lutte armée. On est au début de l'année 2021. La guerre, elle se déroule en 8 phases à peu près, hein, et l'ensemble de ces phases consiste en des actions non militaires et des actions militaires indirectes. Par action militaire indirecte, ils entendent, c'est leur terminologie, hein. Ils entendent des actions de forces spéciales, des sociétés militaires privées, même du sabotage, des actes terroristes, hein. Ils théorisent le terrorisme comme contenu de la guerre. L'utilisation de migrants aussi, hein. Vous savez, ça a été, dès le milieu des années 2010, ils le théorisent, hein. Ils considèrent que ça fait partie de la stratégie. Donc vous voyez, il y a une forme par ailleurs de cynisme, évidemment, quand on le compare au discours politique. Et je dirais que, en fait, cette conception de la guerre et de la stratégie, eh bien, elle se résumait globalement à ça. Le principal du travail devait être fait par l'ensemble de ces actions. Et la dernière phase est jugée absolument optionnelle. Absolument optionnelle. Cette dernière phase, c'est l'invasion du territoire ennemi. Mais attention, une invasion qui, en fait, selon eux, se rapporte à quasiment une opération antiterroriste. C'est-à-dire que, selon eux, le travail a déjà tellement été fait, l'ennemi a déjà tellement été affaibli, que l'invasion en soi susciterait, si vous voulez, quasiment instantanément l'effondrement de l'ennemi. Les VDV, les troupes aéroportées qui ont été envoyées à Kiev, ils avaient 3 jours d'approvisionnement. Leur 3e jour d'approvisionnement, ils avaient des balles en caoutchouc. Parce qu'ils estimaient qu'ils allaient être utilisés pour faire du maintien de l'ordre à Kiev. Donc vous voyez, ça, c'est leur vision. L'opération militaire spéciale est le fruit de cette vision globale. Donc pour eux, l'action armée directe est finale, mais pas forcément nécessaire. Elle n'est pas inéluctable, elle peut être évitée. Mais si elle est nécessaire, et si c'est possible, si elle est possible, eh bien, elle permettra l'effondrement final de l'ennemi. Et ça, c'est théorisé depuis 30 ans, en fait, par les élites politico-militaires russes. Et je pense qu'il est important de se rappeler de ce point de vue-là que Vladimir Poutine a fait sa carrière au KGB, et pas dans l'armée russe. Et pour finir de répondre très rapidement, je crois que vous disiez, est-ce que si l'Europe avait une capacité de défense égale, ou plutôt cohérente avec ses capacités et sa force économique, est-ce que la Russie ne cesserait pas son hostilité à l'égard de l'Europe? Je crois que oui. Alors, c'est pas qu'elle ne cesserait pas. Je pense que simplement la Russie hésiterait à attaquer. C'est pas plus compliqué que ça en réalité, si j'ose dire. L'Europe doit être en mesure de mener une guerre de haute intensité pour ne pas la mener, pour le dire simplement. Mais vous savez, la Russie l'a aussi beaucoup pensé. C'est-à-dire que, je vous parlais de ces théoriciens, de cette nouvelle théorisation de la stratégie et de la guerre, ils n'ont jamais estimé que l'armée devait être négligée. Ils ont estimé, au contraire, que l'armée devait être réformée, professionnalisée, modernisée, pour être une force de dissuasion sérieuse. Donc les deux, c'est une dialectique, les deux vont ensemble.